All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Lundi, c'est Sean Tracy qui répondait à quelques questions pendant le Citizen of the Stars. On apprend que prendre la décision de montrer la technologie Face over IP à la Gamescom a été une bonne chose pour eux, puisque ça leur a permis de mettre en lumière pas mal de bugs et d'avoir énormément de retours de la communauté. Mais le plus gros boulot là-dessus depuis la Gamescom a été de travailler, je cite, l'implémentation du mapping. Je pense que dans ce contexte, quand il parle de mapping, il parle de la mise en correspondance correcte, au niveau du code, des mouvements du joueur avec le mouvement du visage du personnage. Je pense que c'est ça, car juste après, il rajoute que cette implémentation du mapping était codée parfois en Lua, parfois en C++, et qu'ils sont en train de travailler pour uniformiser tout ça. Ce travail consistera aussi à rendre les animations plus précises. Sean dit ensuite qu'il y a un paquet d'optimisations en cours, et de toutes sortes. Pour faire simple, ça consiste à décomposer tout ce que fait le jeu et mesurer l'usage de chaque élément au niveau du processeur et de la carte graphique pour le client. Ces diagnostics prennent bien sûr en compte l'affluence des serveurs, avec des mesures de la consommation du processeur quand un nouveau joueur arrive sur le serveur. En tout cas, lorsqu'il décrit les optimisations réalisées au niveau du serveur, Sean les décrit comme énormes, en appuyant vraiment sur ce mot. Des optimisations ont aussi été faites côté client sur les cartes graphiques, et Sean les décrit comme également énormes, mais avec beaucoup moins d'aplomb. Mardi, le lore post contenait un échange d'emails entre plusieurs personnes liées à l'advocacy, les services secrets de l'UE. Stefano Collier, chef d'équipe dans l'advocacy, a eu une petite entrevue avec des responsables Xi'an qui ne s'est pas très bien passé. Apparemment, des convois Xi'an se font régulièrement attaquer dans le système Nyx, un système pirate qui n'est pas sous la juridiction de l'UE. Mais les Xi'an s'en fichent. Pour eux, et leur interprétation du traité de libre-échange signé avec l'humanité, ce système fait partie de l'espace humain et c'est notre boulot d'assurer la sécurité de leur convoi dans ce système. Stefano Collier, l'agent de l'advocacy, leur a promis de faire augmenter le nombre de patrouilles près du point de saut vers Nyx dans le système To'il et d'augmenter le nombre de panneaux d'avertissement. Les Xi'an n'en ont pas encore fait une affaire diplomatique officielle, mais ça risque de devenir le cas si la situation ne s'améliore pas. Stefano a alors écrit au chef de l'advocacy, Thomas D. Carmody, pour lui demander quelle autre mesure il était autorisé à appliquer. Ce à quoi Carmody a répondu de manière évasive et qu'il était sûr que Collier serait capable de trouver une solution rapide et appropriée par lui-même, et qu'il pourra en discuter face à face 2 semaines plus tard pendant sa permission sur Terre. Collier s'est donc retrouvé dans une situation difficile. Il risquait d'être blâmé en agissant dans le système Nyx sans que son chef lui en ait donné l'autorisation, mais il risquait tout aussi bien de l'être s'il n'agissait pas. Il a alors contacté un de ses amis, un dénommé Porter, qui avait déjà été dans ce genre de situation. Porter lui a suggéré que c'était certainement un test de la part de Carmody afin de mesurer sa créativité. Il lui a suggéré de faire courir le bruit auprès des marginaux qui vivent sur Delamar, que l'advocacy réfléchissait à venir fouiner dans le système Nyx pour y dénicher les responsables des attaques de convois Xi'an. Dans l'espoir, vous l'aurez compris, que ça motive les habitants de Nyx à régler le problème par eux-mêmes, et du coup que ça évite à l'advocacy de trop se mouiller. Collier a fait passer le mot à un indique sur Delamar, et 2 semaines plus tard, il était reçu par Carmody autour d'une bonne bouteille pour le féliciter de ses résultats. On voit que les services secrets n'ont pas vraiment changé de méthode depuis le 21e siècle. Mercredi, c'est Will Weisbaum qui nous a présenté le système Gliese, dont la prononciation est toujours sujet à débat. En utilisant la Star Map, il a dit qu'il allait faire ce trajet comme s'il utilisait un Banu Merchantman, ce qui l'amène à sélectionner un trajet avec uniquement des points de saut larges. Le système Gliese est un pôle d'activité commerciale important pour les Banu, grâce aux ressources de Gliese 3 et 5, des 2 ceintures et du champ d'astéroïdes près de la 5e planète. L'humanité a découvert les Banu en 2438, mais les humains ont été autorisés à se rendre dans le système Gliese qu'à partir de 2712. Les négociations ont été très longues à cause de l'organisation de la civilisation Banu. Ils n'ont pas de structure politique fixe centralisée, mais fonctionnent avec un organigramme hiérarchisé de guildes, dont les responsables doivent rendre des comptes à la guilde dont leur guilde dépend. Et il peut y avoir des guildes de toute taille, à l'échelle d'une rue, d'une ville ou d'une planète, et de toutes sortes, comme des guildes de marchands, de politiciens, d'ouvriers, de mercenaires, de navigateurs, de religieux, etc. Les systèmes Bacchus et Kynes étant moins importants et moins peuplés, l'humanité a plus rapidement pu trouver un accord de passage, mais pour l'important pôle commercial qu'est le système Gliese, ça a pris beaucoup plus de temps pour mettre d'accord toutes les parties prenantes. Les Banu vénèrent le commerce par-dessus tout, et certains ne voulaient pas voir arriver un afflux massif d'humains dans le système par peur que ça dérègle l'économie locale. Surtout les mineurs, car Gliese comporte plusieurs ceintures d'astéroïdes riches en ressources. Les entreprises Banu vendant des coordonnées spatiales et des cartes y ont aussi mis leur grain de sel, car d'ordinaire, les données que ces entreprises vendaient étaient informatiquement liées à des vaisseaux vendus, avec une sorte de technologie DRM. Du coup, accorder la libre circulation à une autre civilisation, ça bousculait un peu leur modèle économique. Les négociations ont été d'autant plus compliquées que les responsables de guildes ont parfois été nommés et destitués pendant les négociations, si bien qu'il a fallu parfois reprendre tout à zéro. En plus, toutes ces négociations ont été gelées quand l'humanité a rencontré 2 autres civilisations aliens, les Xi'an, ce qui a mené à une guerre froide, et les Tevarines, contre lesquels l'humanité a mené 2 guerres bien réelles. Et la politique xénophobe des empereurs de l'ère Messer n'a rien arrangé. C'est seulement à partir des premières attaques Vendoules et de l'impact que ça a eu sur l'économie que l'empereur Messer VIII a décidé de relancer les négociations avec les Banu pour essayer de relancer l'économie de l'UE. Les historiens s'accordent sur le fait que ça a permis à l'ère Messer de durer 2 siècles de plus.
Les deux premières planètes du système n'ont pas vraiment d'intérêt, si ce n'est que la première est un gros morceau de fer et que la deuxième tourne dans le sens inverse des autres. Gliss 3 est une planète rocheuse où il y a des installations minières Banu plus traditionnelles, qui ferment, réouvrent, changent de propriétaire en fonction des guildes à qui elles appartiennent. La ceinture d'astéroïdes Alpha est massivement minée, mais ce qui reste a encore beaucoup de valeur, donc les mineurs sont souvent prêts à risquer leur vaisseau ou leur vie pour l'obtenir, ce qui en fait une zone assez dangereuse. La planète principale du système Gliss est la quatrième, dont le surnom est Nogo. Ce surnom vient du fait que les Banu l'ont terraformé, qu'ils s'en sont enfuis et qu'ils ne veulent pas vraiment y retourner. Bizarrement, la raison de l'abandon de cette planète s'est perdue au fil des générations, car dans la culture Banu, on ne se pose pas trop la question du pourquoi d'un point de vue historique. Pourtant, les colons humains qui s'y sont installés ont trouvé des ruines Banu, des sols fertiles et des paysages absolument magnifiques. Les Banu n'y assurent même plus de simples patrouilles de police et du coup, des groupes de hors-la-loi humains s'y sont installés en masse. Le principal, le projet Eclipse, a été anéanti par la flotte de l'UEE qui surveille les éventuels relents hors-la-loi sur la planète. Plus récemment, de nombreuses entreprises ont commencé à installer des sites pour exploiter les ressources de la planète et elles se heurtent aux habitants qui veulent vivre sur cette planète sans que ces paysages soient altérés par une exploitation trop importante. En orbite de Nogo, on trouve la station Lyris. Le terme de station employé ici est assez particulier car les Banu ne construisent pas vraiment de station spatiale. Là où les routes commerciales convergent, les Banu ont l'habitude de rassembler des tas de vaisseaux. Et avec le temps, certains de ces vaisseaux restent, s'agrandissent, s'amarrent les uns aux autres et finissent par former un gigantesque agrégat de vaisseaux qui forment une station. On sait pas trop pourquoi ça s'est passé comme ça à cet endroit car c'est pas vraiment un carrefour de route commerciale. La principale hypothèse, c'est que c'est l'ancienne plateforme de terraformation qui a servi de station d'évacuation quand les Banu ont quitté la planète. En tout cas, ce genre de structure n'est pas exclusif aux Banu puisque la station pirate Spider du système 4 cartes est construite de la même façon. La ceinture d'astéroïdes Beta a été pratiquement vidée de ses ressources, donc elle est désertée par les mineurs. En revanche, elle fait le bonheur des pilleurs d'épaves qui trouvent des équipements de minage abandonnés. Gliss 5 est également une grosse source de profit. Des nuages de vapeur d'eau parsèment la surface de la planète, ce que des entreprises humaines ont rapidement exploité pour vendre de l'eau en bouteille. Les conditions de travail seraient apparemment pas très correctes pour les employés, ce qui colle avec le fait que les biens humains produits dans les systèmes Banu sont en général bon marché. Le champ d'astéroïdes Gamma est réputé pour sa dangerosité, seuls les mineurs expérimentés y vont car il y a pas mal de poches de gaz explosifs, de chocs entre astéroïdes et aussi parce qu'il est assez excentré par rapport au reste du système, ce qui complique les choses en cas de mission de sauvetage. Pour finir, Gliss 6 est un lieu de culte où les Banu vont pour payer la guilde religieuse locale, afin que les prêtres prient pour apporter la chance sur leur donateur. Ça colle avec un autre point qu'on apprend dans un des principaux guides du lore de Star Citizen, qui dit que l'un des deux dieux Banu est Kassa, le saint patron de la chance. Vendredi, l'émission Burndown nous a présenté l'avancement sur la résolution des bugs de la 3.0. Eddie Hilditch nous a parlé d'un bug où le joueur ne pouvait pas sortir de sa capsule Easy Hub. Il dispose en fait d'un registre permettant d'inclure ou non certains éléments du jeu à la 3.0, et il manquait juste l'animation de la porte dans cette liste, alors qu'elle était déjà réalisée et fonctionnelle. Ça a pris à peine quelques clics pour être corrigé. Carlos Plapueyo, la fusion de Real Myop et d'Antoine Daniel, nous a parlé d'un bug sur le système de gestion de trafic aérien où rien ne marchait, que ce soit pour demander un atterrissage ou un décollage. Et le problème, c'est que ça arrivait que sur les builds de production, mais pas sur les builds destinés aux développeurs ou à l'équipe QA. Du coup, ça a été assez difficile pour eux de diagnostiquer le problème sur un build de production qui n'avait pas tous les outils de debug activés. L'opérateur de contrôle aérien était en fait passé dans un état un peu inhabituel qui faisait qu'il ne pouvait plus répondre à aucune requête d'atterrissage ou de décollage. Lorsqu'un joueur prend place dans le siège d'un vaisseau, il y est rattaché. L'instruction pour détacher un personnage du vaisseau où il se trouve marchait très bien en local et elle était très bien exécutée sur le serveur. Par contre, elle n'était pas du tout diffusée aux autres joueurs. Mais l'instruction pour faire disparaître un vaisseau après l'atterrissage marchait bien. Du coup, sur leur écran, les joueurs voyaient les personnages des autres joueurs disparaître en même temps que le vaisseau où ils étaient, alors qu'en fait ils étaient toujours là. Pour Mike Jones de l'équipe déploiement, leurs serveurs sont prêts à accueillir le futur build de la 3.0. Ils y ont récemment installé le Shop Service et le Time Service, quoi que ça veut dire. Leur tâche est d'installer chacun de ces services sur les serveurs et s'assurer qu'ils fonctionnent tous une fois ensemble et avec un gros volume d'utilisateurs car les développeurs qui développent et testent ces services le font seulement en local, avec un seul joueur et sans forcément impliquer tous les autres services. Ils ont bien amélioré leur processus d'intégration de nouveaux services avec certaines tâches automatisées, mais ça demande quand même énormément de travail de surveiller l'intégralité de ces services pour mesurer leur montée en charge. Ils doivent s'assurer que ces services ne sont pas trop gourmands en ressources afin de remonter aux développeurs des rapports de performance pertinents afin qu'ils fassent les bonnes optimisations. Ils s'attendent à une hausse importante du nombre de joueurs avec la 3.0, surtout grâce à l'intégration du Delta Patcher. On apprend d'ailleurs qu'ils comptent ajouter de nouveaux serveurs dans d'autres régions du monde grâce au cloud d'Amazon. Je suis peut-être un peu à côté de la plaque, mais je pense qu'ils organisent une partie de leur architecture de code côté serveur avec ce qu'on appelle une architecture orientée service. Chaque service est un composant logiciel avec un rôle bien précis, comme par exemple gérer au niveau du serveur nos actions d'achat ou de vente dans une boutique. Ce service de commerce, faute de meilleurs termes, sera contacté par le code du jeu sur nos PC afin de modifier la base de données du jeu conformément à nos actions et envoyer les bonnes données à afficher sur l'écran du joueur. Et le point d'accès à un service est sûrement conçu de sorte à ce qu'il soit utilisable par d'autres services.
Par exemple, on peut très bien imaginer que le service responsable de la gestion des missions utilise le service responsable de la mesure de l'offre et de la demande pour établir des missions dans un secteur donné, et qu'il utilise le service de débit-crédit d'un compte bancaire quand un joueur réussit une mission. Je pense que ce qu'ils appellent des services est une grosse collection d'API qui vont servir d'interface entre le jeu sur notre poste et leur base de données. Le reste de l'émission nous a présenté le système de gestion de trafic aérien. Pour l'instant, vous pouvez atterrir où vous voulez, mais avec la 3.0, vous devrez établir une communication avec le lieu où vous voulez atterrir pour demander une autorisation d'atterrissage. Ils essaient de prendre en compte les conneries que pourraient faire les joueurs et qui n'auraient pas été approuvées par le contrôleur aérien, mais ils ne sont pas rentrés dans les détails, hormis en disant que c'est un jeu, donc ça va arriver. Chaque contrôleur aérien aura une intelligence artificielle pour gérer le trafic, et si on aura des PNJ assez génériques, d'autres seront un peu plus uniques. Les PNJ responsables du contrôle aérien auront la capacité de détecter quelle plateforme est occupée et quelle plateforme est libre. Si le PNJ n'est pas disponible pour une raison ou une autre, si par exemple la zone est attaquée, un ordinateur se chargera d'effectuer la gestion du trafic. Mais il préfère utiliser en priorité des PNJ pour donner plus d'identité aux zones que vous allez visiter, avec des contrôleurs aériens qui iront jusqu'à vous présenter la zone où vous êtes en train d'atterrir. Ils ont enregistré les animations de chaque contrôleur aérien car il peut arriver qu'ils fassent autre chose que leur boulot, comme parler avec d'autres PNJ ou prendre un café. Ils ont dû s'assurer que plusieurs joueurs ne sont pas assignés à la même plateforme d'atterrissage et ils ont eu pas mal de problèmes quand il a fallu gérer plusieurs contrôleurs aériens qui bossent en même temps. Et oui, car d'habitude les objets utilisables ont un système de priorité, avec un personnage qui a la main sur un équipement seulement si le prioritaire est l'utilisation de cet équipement. Ils ont dû modifier ce système pour pouvoir avoir plusieurs IA qui travaillent ensemble pour gérer le trafic aérien. On apprend également qu'il faudra parfois payer pour atterrir dans un hangar. Enfin, à l'heure où je fais cette vidéo, le schedule report n'a pas encore été mis à jour, mais on a appris par un tweet de Brian Chambers, le responsable du bureau de Francfort, qu'il reste 5 bugs avant la release de la 3.0 pour les Evocati. Bon, ne nous emballons pas trop non plus parce que quand les Evocati vont avoir la 3.0 entre les mains, le rapport de bugs va sûrement ressembler à ça. Mais bon, ça fait quand même vraiment plaisir d'entrevoir la lumière au bout du tunnel. Sur ce, je vous dis à samedi prochain et d'ici là, portez-vous bien citoyens.